Il y a un consensus général de la part des chercheurs et des spécialistes de l'autisme pour considérer qu'on est dans des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire des troubles qui touchent le développement du cerveau précocement. On sait par exemple que la dépakine, prise par la maman durant la grossesse, d'un traitement antiépileptique, et certaines mamans qui ont une épilepsie ont mené des grossesses sous dépakine. On sait qu'il y a un plus grand taux d'enfants autistes qui naissent quand la maman a pris de la dépakine durant la grossesse. Et à partir du moment où on avait l'idée que la dépakine pouvait être responsable d'autisme, on a pu essayer de voir si ça pouvait se vérifier dans des modèles animaux. Les modèles animaux, c'est des modèles de souris, c'est la plupart du temps. Et donc, chez les souris qui mènent une gestation sous dépakine, on a des petits souriceaux qui ont des troubles du comportement. C'est très compliqué de dire que c'est de l'autisme, parce que c'est des souris. Mais ces troubles du comportement, quand même, partagent avec ce qu'on observe du comportement humain un certain nombre de particularités. Et notamment, ces petits souriceaux restent dans leur coin, ne vont pas vers les autres. Quand on change la moitié de la litière, ils restent sur les litières sales. Et puis, ils ont une émission de cri qui est plus aiguë. Voilà ce que c'est qu'un petit souriceau autiste. Vous voyez bien que c'est très... l'analogie n'est pas si simple à faire. Mais ce qu'on a pu faire avec les souriceaux, c'est qu'on a pu, et avec les souris, c'est qu'on a pu jouer avec l'introduction de la dépakine. Et on s'est rendu compte que la dépakine provoquait ces troubles quand la souris prenait de la dépakine entre le 11e jour et demi et le 12e jour de gestation. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes de formation du cerveau à ce moment-là chez la souris? C'est la fermeture du tube neural. Alors, par analogie, ce n'est pas un très bon raisonnement scientifique, mais c'est le raisonnement qu'on applique toujours en médecine quand on va tester des médicaments chez l'animal et qu'on veut après les utiliser chez l'homme. À quel moment se fait la fermeture du tube neural? 24e jour de grossesse dans l'espèce humaine. Donc, si la dépakine est responsable d'autisme dans l'espèce humaine, ça semblerait intervenir très très précocement, au 24e jour de grossesse. Alors, c'est peut-être plus subtil que ça. On a peut-être, après tout, toutes les grossesses menées sous dépakine ne provoquent pas un autisme. Ça veut dire que peut-être la dépakine toute seule n'est pas suffisante à. Et que peut-être il faut en plus un terrain génétique. Et donc, on a une interaction là entre un facteur environnemental qui est la prise de dépakine et un terrain génétique. Il est clair que pour la plupart des chercheurs aujourd'hui, la génétique, la participation génétique à ces troubles est très importante. Et on le sait avec les études d'épidémiologie, quand on regarde dans les fratries, à partir du moment où un garçon est autiste, quel est le risque qu'un deuxième garçon soit autiste? Dans la population générale, c'est 0,6% le risque d'avoir un enfant autiste. Et donc, quand il y a un garçon autiste, le second frère sera autiste dans 10 à 12% des situations. Et quand il y a deux garçons autistes, s'il y a un troisième garçon, le risque d'être autiste est de 50%. Mais aujourd'hui, quand on regarde les travaux que font les généticiens sur cette question, on est dans une situation où on a presque 300 gènes candidats. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve un gène, ou à peu près, il y a des gènes qui sont tout seuls suffisants, mais la plupart du temps, à chaque fois qu'on trouve un gène, on repère des enfants qui portent la même anomalie génétique et qui n'ont pas les mêmes troubles, ou qui vont bien. Et donc, la génétique tout seul ne suffit pas. Alors, c'est pas ou la génétique tout seul ne suffit pas, ça veut dire que ce gène-là tout seul ne suffit pas. Peut-être il faut un cocktail génétique, comme dirait Thomas Bourgeon, ou une constellation, une cascade génétique. Mais peut-être aussi c'est l'interaction entre des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Effectivement, l'épidémiologie, c'est-à-dire quand on dénombre le taux de prévalence, le nombre de personnes autistes dans une population, on a une épidémiologie qui, travaux après travaux, vise à augmenter. Et les derniers travaux américains, c'est 1 sur 86. Alors, à cela, il y a plusieurs... Soit j'ai une définition d'autisme qui est plus large. Ce que fait la nouvelle classification nord-américaine. J'avais 3 critères diagnostiques, je n'en ai plus que 2. Et je ne parle plus d'autisme, je parle de troubles du spectre autistique. Et donc, fatalement, ça augmente. C'est mathématique, là. Mais peut-être on voit mieux tout le monde aussi. Et puis, enfin, peut-être ça augmente. Mais c'est pas impossible, rien n'est impossible. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de facteur explicatif à cette augmentation si elle avait lieu. Et donc, on a tendance à penser que c'est plus un effet de classification, de nosographie, de catégorie diagnostique. Mais bon,
encore une fois, le champ des possibles est réel. Enfin, tout est possible dans cette histoire. Durant le développement, certains neurones ont une fonction différente qu'après le développement quand c'est mature. Et on va s'intéresser, si vous voulez, au moment de la migration des neurones. La migration des neurones, elle commence avec la fermeture du tube neural, 24e jour de grossesse, elle va se poursuivre jusqu'à 15 jours, 3 semaines après la naissance dans l'espèce humaine. Et ça, le cerveau se développe du centre vers la périphérie, comme quand on farcit un chou. Et à chaque niveau, il y a des neurones qui se mettent d'abord en place, qui sont les neurones GABA qui nous intéressent. Et ces neurones, à ce moment-là, ils sont pleins de chlore. Et quand je mets du GABA, le chlore sort, ça polarise mon neurone parce que c'est les charges négatives qui sortent. Ça fait un courant qu'on appelle excitateur. Et la fonction de ce neurone, à quoi il sert? Eh bien, il sert à participer au contrôle de la migration. C'est un chef de chantier. Il dit au neurone, c'est bon, tu es au bon endroit, où il continue. Et une fois qu'on a fini, une fois que ce cerveau est fini, une fois qu'on a fini cette migration, ça ne sert plus à rien cette fonction. Et donc, la vie étant bien faite, on recycle nos neurones GABA. Et on le recycle, ils se vident de leur chlore. Alors quand le GABA se pose dessus, le chlore rentre. Les charges négatives rentrent, ça dépolarise le neurone, ça fait un courant inhibiteur. Et la fonction, ça sert à quoi? Ça sert à synchroniser le fonctionnement des neurones qui sont autour de lui. C'est un chef d'orchestre. Et on a comme ça plein de petits chefs d'orchestre partout dans le cerveau. Et puis c'est très compliqué, il y a des orchestres plus importants que d'autres, il y a des hiérarchisations entre les orchestres, ça reste très complexe, d'accord? Mais bon, voilà, pour ce que j'en ai compris, moi, d'une façon un peu simpliste. Et donc, quand je donne du Valium à quelqu'un, pour terminer l'exposé de Benary, quand il avait fini sur cet exemple, si je donne du Valium, le Valium c'est un agoniste GABA, c'est-à-dire que ça augmente l'efficacité du GABA, donc il y a plus de chlore qui passe. Et donc, évidemment, si je donne du Valium à une maman enceinte, je vais avoir une action très différente chez la maman que chez le fœtus. Je vais endormir la maman, je vais exciter le fœtus. Et l'histoire a commencé comme ça parce que moi, les parents d'enfants autistes m'avaient expliqué, d'Asperger, m'avaient expliqué que quand ils avaient cherché à calmer leur enfant avec du Valium, parce qu'on voulait leur faire des soins dentaires, parce qu'on voulait leur faire un examen d'IRM fonctionnel, ou d'IRM, ou un scanner, ou un électroencéphalogramme, ils avaient observé qu'ils étaient excités comme des puces. Et donc, s'ils étaient excités, ça voulait dire que les neurones GABA étaient restés dans la situation antérieure, pleine de chlore. Et donc, la question qui s'est posée après, c'était de savoir si on pouvait agir sur le taux de chlore de ces neurones. Et ça, on sait le faire avec des traitements qui sont très anciens, qui sont des diurétiques, qui ne sont pas du tout faits pour ça, mais qui ont les mêmes actions sur les transporteurs de chlore, que ce soit au niveau du rein et ça fait pisser, ou au niveau du cerveau, et on permet d'empêcher le chlore de rentrer dans ces cellules. Et donc, on a fait des essais, on a un premier essai, et on a fait un premier essai. Et les résultats sont encourageants, positifs. On a complété cet essai avec un travail d'imagerie cérébrale fonctionnelle avec Nouchina Djikani, parce qu'on travaillait déjà ensemble sur ces questions-là. Il y avait des patients qui venaient de Brest à Lausanne où elle pratiquait ses travaux. Et on a montré aussi, Nouchina a montré aussi qu'on pouvait mesurer par l'analyse en IRM fonctionnelle une modification du traitement de l'information. Bon, c'est très bien, on est les premiers, c'est très chic, ça vaut pas un clou. Non, je plaisante. C'est ce que je disais exactement tout à l'heure. Il faut le reproduire. Dans d'autres équipes. Peut-être j'ai tout triché, moi. D'accord? Et donc, tant que c'est pas reproduit, ça n'a pas une valeur suffisante. On est en train de le reproduire avec d'autres équipes. Donc, ce travail est en cours. Mais voilà, on en est là. Il y a des patients avec un syndrome Asperger qui m'expliquent comment c'est mieux. Et ça leur facilite l'organisation quotidienne, ça leur facilite les relations sociales, ça leur facilite la vie. Mais je reviens sur mon histoire initiale. Qu'est-ce que je fais? Je leur permets de resynchroniser un fonctionnement cérébral ou des fonctionnements locaux. Vous avez bien compris que la hiérarchisation et la synchronisation, on était dans des choses qui sont assez proches, même si c'est très intuitif, mais qui sont assez proches, et on a le sentiment qu'effectivement, ça permet de reprendre un certain nombre de processus de maturation quand ils sont petits, peut-être encore quand ils sont grands, et de traitement d'une information contextuelle d'une façon plus classique. L'essai qu'on a fait montre une efficacité chez 75% des patients. Ça veut dire que dans 25% des cas, ça ne marche pas. Ça veut dire que la boucle neurobiologique dans laquelle interviendraient les GABA, et sur lequel nous on pourrait agir en termes de
traitement concerne peut-être, si ça se confirme en termes de chiffres, 75% des formes d'autisme. Donc il y a 25% des formes d'autisme qui passent par d'autres boucles, sur lesquelles on n'agit pas. On commence à savoir que, par exemple, quand c'est une anomalie Shank3 génétique qui est responsable d'autisme, les modèles murins, les modèles chez la souris, nous apprennent que le GABA n'est pas concerné. Et que donc notre traitement ne marchera pas dans cette situation-là. Mais c'est très rassurant, on a 300 maladies. Ça serait quand même fou de penser qu'on a trouvé un traitement qui va traiter 300 maladies différentes. Ça ne marche pas comme ça en médecine.